Si vous faites partie de ces gens qui pensent que les comics c'était mieux avant, l'épisode d'aujourd'hui est pour vous. Et si vous êtes un lecteur ou une lectrice néophyte qui a déjà l'impression d'avoir fait le tour du monde des comics, eh bien les choses sont bien faites car l'épisode d'aujourd'hui est aussi pour vous. Salut à vous pauvres mortels, je suis Chris, ensemble on parle comics et culture populaire, et dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous recommander des lectures vintage qui n'ont de vintage que le nom, car s'y plonger de nos jours est l'occasion de constater qu'elles n'ont pratiquement pas pris une ride. Avant de commencer, je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, de Spotify à iTunes, en passant par Deezer, YouTube Music ou Podcast Addict. N'hésitez pas à lâcher des likes, des étoiles et à partager l'émission autour de vous pour soutenir mon travail. Si vous en avez les moyens, vous pouvez aussi souscrire à un abonnement mensuel ou annuel sur Substack pour m'aider à bosser dans de meilleures conditions. Et si vous voulez lire les bouquins recommandés dans cet épisode, vous trouverez dans la description tous les liens utiles pour vous les procurer en 2 clics chez nos amis de Comic Zone. Maintenant que la réclame est faite, passons aux choses sérieuses. En ces temps où il faut faire du flux et où l'offre est pléthorique, il est parfois bon de prendre un peu de distance avec l'actualité brûlante pour découvrir ou redécouvrir des comic books qui ont marqué leur époque. Premièrement, parce que c'est souvent la preuve que les auteurs et les autrices qui font vivre la bande dessinée américaine n'ont pas attendu l'essoufflement du genre super-héroïque pour en triturer les règles et les codes afin de proposer de la nouveauté. Et deuxièmement, parce que même quand on pense avoir tout lu, il reste toujours une pépite cachée quelque part, qui est passée sous le radar du complétiste que l'on croit être et dont l'aspect patrimonial en fait une œuvre incontournable. C'est d'autant plus vrai qu'après des années à endosser le rôle de parent pauvre du 9e art, le comics gagne peu à peu en considération chez nous, principalement grâce au travail acharné des fans, toujours prompts à défendre leur passion, mais aussi des éditeurs qui proposent des bouquins toujours plus beaux et au contenu toujours plus riche, tout en démultipliant les points d'entrée au monde de la bande dessinée américaine. Pour moi, la démocratisation de celle-ci passe aussi par la volonté de désenclaver le format, que ce soit avec les collections nomades de Urban ou Poche de Panini, mais aussi avec des grands formats plus luxueux qui se rapprochent de ce qui peut exister dans le franco-belge. De mon point de vue, ces collections ne se font pas concurrence, et ce sont même des offres complémentaires dont le lectorat finit par se rejoindre sur un terrain ou un autre. Quoi qu'il en soit, et comme je le disais, les éditeurs français font de plus en plus d'efforts pour faciliter l'accès à des séries jusqu'à présent inédites ou seulement partiellement publiées chez nous. Et je me suis dit qu'il était intéressant de vous recommander quelques titres méconnus, ou trop rarement cités, qui ne volent pourtant pas leur place au sein du patrimoine de la bande dessinée mondiale. Un héritage culturel et des trésors oubliés qui n'attendent qu'une chose, rallier une nouvelle génération de lecteurs et de lectrices. L'un des titres à la fois les plus remarquables et confidentiels que je puisse vous conseiller de découvrir, c'est The Maxx de Sam Kiss aux éditions Réflexion. Si certains et certaines s'évertuent à marteler que les comic books des années 1990 sont remplis de bagarres vides de sens et de personnages décérébrés, eh bien c'est sûrement parce qu'ils n'ont jamais lu The Maxx, un titre débuté en 1993 et issu de la 2e fournée des productions Image Comics. Le lecteur y suit Julie, une jeune femme au passé trouble, unie par un lien mystérieux à une créature musculeuse et taciturne, Max. Aidé à l'écriture par William Messner-Loebs, Sam Kiss propose des planches riches et soignées, au dynamisme impeccable, dans lesquelles il dépeint un royaume aussi onirique qu'inquiétant, le fantasmagorique Outback, où Julie et Max semblent vivre une existence parallèle. Il découle de la lecture des premiers épisodes beaucoup plus de questions que de réponses, ce qui ne peut qu'intriguer le lecteur et lui donner envie d'en savoir plus sur les différents protagonistes. On veut comprendre et découvrir ce qui se cache derrière chaque personnage, le passé de Julie, les origines de The Maxx et les motivations du terrifiant Mr. Gone. C'est brillant, avec énormément de thématiques sous-jacentes percutantes, et je m'avancerais même à dire que c'est sûrement la série la plus intelligente de sa génération. À mi-chemin entre les mondes torturés et envoûtants de Richard Corben et les cartoons décomplexés de la génération MTV, The Maxx est une expérience unique, une pépite de la bande dessinée indépendante qui invite à un fascinant voyage vers l'étrange. Ses héros tourmentés et son univers aussi lunaire qu'inventif donnent à la série une aura sans pareille, appuyée par des fulgurances graphiques audacieuses et beaucoup d'idées hyper accrocheuses qui justifient à elles seules de la découvrir. Je dois l'accorder, même si son aspect cryptique n'est en rien rebutant, bien au contraire, The Maxx est un peu difficile d'accès avec le recul des années, mais le jeu en vaut largement la chandelle. La série complète est prévue en 7 volumes dans sa version française, et c'est pour moi un immanquable largement sous-estimé, à côté duquel il serait criminel de passer.
Autre classique incontournable et intemporel, Nexus de Mike Baron et Steve Rude chez Delirium, un éditeur dont la politique éditoriale tend à rendre accessible au plus grand nombre un paquet de classiques, dans des ouvrages dont je ne peux que souligner la constante qualité. J'ai déjà consacré un épisode entier au premier omnibus dédié à Nexus lors de sa sortie en 2022, mais l'arrivée du tant attendu deuxième tome méritait que j'y revienne, tant cette série est un coup de cœur absolu pour moi. Horatio L-Pop, alias Nexus, est un exécuteur cosmique qui reçoit dans ses rêves, ou plutôt dans ses cauchemars, des missions qui consistent à éliminer les pires criminels de l'univers. Recueillant les réfugiés des dictatures qu'il renverse sur la lune d'Ilum, Nexus doit aussi assumer le rôle de chef d'État d'une micro-société en constante évolution, sans lui-même tomber dans les travers qu'il combat. Seulement, au fur et à mesure que la série avance, Horatio cherche désespérément à échapper à son destin de bourreau, qui est un véritable fardeau pour lui, et ça, quitte à changer du tout au tout, au point que les citoyens d'Ilum et ses amis les plus proches ne le reconnaissent plus. Le nouvel arc présenté dans ce deuxième omnibus apporte enfin quelques explications aux étranges cauchemars de Nexus, en entremêlant des influences tirées de différents courants de la science-fiction. Et si le background sent parfois très fort la guerre froide, le duo d'auteurs se joue des codes habituels des comics américains pour proposer quelque chose de très intelligent, appuyé par une partie graphique tout simplement sublime. La série débutée par Rude et Baron en 1981 est un space opéra super-héroïque à la fois nourri par l'esprit classique des pulps et ultra moderne dans son propos. Une saga vraiment en avance sur son temps, brillante dans son écriture et maligne dans ses thématiques, au point qu'elle n'a rien perdu de sa pertinence. Vous l'avez sûrement compris, pour moi, Nexus est absolument essentiel à la bibliothèque de tout amateur de bande dessinée américaine qui se respecte, et qui mérite incontestablement qu'on en fasse encore et toujours la promotion, tout simplement parce que c'est génial en fait. On ne peut pas parler d'héritage et de classique sans évoquer la collection DC Chronicles de Urban Comics, qui propose de redécouvrir, dans un format très agréable, les publications phares de DC Comics année par année. Aux côtés des incontournables Batman, Superman ou Flash, on trouve une série qui s'inscrit en toute discrétion parmi ce qui a été fait de mieux dans le genre super-héroïque, Justice Society of America ou JSA pour les intimes. On y fait la connaissance des héritiers des membres fondateurs de la Société de Justice, dans une saga qui mêle vision remise au goût du jour des justiciers costumés et hommage aux classiques du Golden Age. Initiée par James Robinson et David S. Goyer, la série est l'un des premiers travaux majeurs d'un scénariste aujourd'hui incontournable, Geoff Johns. Ce comic book use aussi bien des héros de l'âge d'or de la bande dessinée américaine, comme Alan Scott ou Jay Garrick, que des nouvelles figures de DC comme Stargirl, offrant une dynamique vraiment plaisante à l'équipe. Il remet aussi en avant des personnages souvent sous-exploités, comme Hawkman par exemple, et n'hésite pas à jouer avec ce qu'il y a de mieux chez DC Comics, les lignes temporelles et les univers parallèles. Le rythme est bon et le tout s'impose comme un amalgame finement dosé de classicisme et de modernité gentiment rock'n'roll, avec un contraste créé par des héros au background étoffé, beaucoup moins sages que leurs parents. L'implication personnelle des membres de la Justice Society sur un plan souvent plus intime permet de ne pas assister à un énième affrontement entre le camp du bien et les forces du mal, ce qui rend l'ensemble moins désincarné en faisant à la fois un bon comics de super-héros et une bonne série d'équipes avec des protagonistes aux interactions efficaces sur tous les plans. Conférant à Geoff Johns son titre de maître incontesté du genre, JSA fait partie de ce que je considère comme l'une des productions les plus abouties quand on parle de récits super-héroïques dans leur forme classique, dont les qualités ne sont que trop rarement vantées en comparaison des incontournables des années 1980 et 1990. À l'heure où je vous parle, les 3 tomes compilant les épisodes parus entre 1999 et 2001 sont déjà disponibles, et la parution de JSA Chronicles 2002 est prévue pour cet été. Chaque volume est un véritable pavé dont la lecture devrait vous occuper quelques heures et jouit en bonus d'un contenu éditorial de grande qualité signé Yann Graff. Tout simplement un must-have pour tous les fans de DC Comics et de comic books de super-héros. On reste chez Urban avec 2 classiques bien trop méconnus à mon goût, et le premier c'est Camelot 3000 de Mike Barr et Brian Bolland dans la collection Urban Cult. Dans un futur chaotique où l'Angleterre est menacée par une invasion extraterrestre, le jeune Tom Prentice se réfugie dans une galerie souterraine qui abrite le tombeau du roi Arthur. Revenu parmi les vivants, le souverain part en quête de Merlin et des chevaliers de la Table Ronde pour libérer son royaume des envahisseurs. Mais dans ce monde qui lui est totalement étranger, de nombreuses épreuves l'attendent. Les chevaliers, réincarnés sous des apparences parfois inattendues, vont devoir unir leurs forces et repartir sur de nouvelles bases. Mais l'histoire semble se répéter, et c'est parfois de ses plus proches alliés qu'Arthur devra se méfier. Une saga magistrale, intelligente et rythmée, qui ferait par exemple aujourd'hui une excellente série d'animation sans pratiquement rien avoir à changer.
Certains clichés parodiques, comme l'opposition entre les blocs américains et soviétiques, ne sont finalement pas si datés que ça, et surtout, le message de la série reste universel et en parfait accord avec le mythe arthurien, le tout sublimé par le trait chirurgical de Bolland. Publié en 1982, Camelot 3000 est à lire comme une œuvre d'avant-garde qui donne le ton de la grande évolution à venir pour les comic books dans les années 80, plus mature, plus conscient et doué d'introspection. L'autre titre bien trop confidentiel du catalogue de Urban Comics qu'il faut absolument redécouvrir, c'est American Flag de Howard Chaykin. Dans un monde transformé en gigantesque centre commercial, Robin Flagg, ancienne star de la télévision, intègre les Plexus Rangers dans le but de faire régner la justice, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne fait pas dans la dentelle. De l'anticipation visionnaire en matière de dérives technologiques et d'écologie, et une critique acide de nos sociétés de consommation et de l'utilisation des médias et du divertissement de masse, toujours aussi pertinente aujourd'hui. Attention tout de même, c'est costaud si vous êtes un néophyte, et malgré la contextualisation réalisée par de grands noms de la bande dessinée américaine en préface et en postface, l'ensemble demande une vraie implication du lecteur en termes d'accessibilité. Et puis enfin, chez Marvel, toujours dans cette catégorie de comics précurseurs, je ne pouvais pas ne pas citer Squadron Suprême de Mark Grunwald. Disponible en intégralité dans un seul volume titré L'Escadron Suprême, programme Utopie chez Panini Comics, la série débutée en 1985 met en scène le célèbre pastiche de la Justice League à la sauce Maison des Idées dans une fresque qui précède d'un an le Watchmen d'Alan Moore et Dave Gibbons, mais qui en a déjà le parfum et les saveurs. Dérives et abus de pouvoir des super-héros, libre arbitre des criminels, conflits humains et familiaux entre justiciers, autant de thèmes passionnants qui sont exposés au fil des 12 numéros. Cette sorte de Elseworld, plutôt inattendue chez Marvel Comics, explore des pistes tout à fait novatrices pour l'éditeur à l'époque, et mérite amplement d'être redécouvert, car c'est pour moi l'une des meilleures séries publiées par l'éditeur américain durant les années 1980. Et j'ai l'impression que personne n'en parle jamais, alors que, à l'image de Camelot 3000, c'est pour moi un comic book fondateur de tout ce qui va suivre durant les décennies 80 et 90. Et anecdote que vous connaissez peut-être, Mark Grunwald avait une dernière volonté pour le moins originale, voir ses cendres incorporées à l'encre utilisée pour imprimer des comic books. Ce sera chose faite après son décès en 1996, la première version compilée en TPB de sa série Squadron Suprême parue aux États-Unis est imprimée avec de l'encre contenant les cendres de Mark Grunwald. Pour terminer, et même si je sais que l'on a souvent tendance à critiquer la politique éditoriale de Panini Comics, parfois à tort et parfois à raison, je voulais quand même souligner que l'éditeur fait pas mal d'efforts ces dernières années, avec une démarche patrimoniale qu'il faut saluer, notamment via ses collections d'intégrales et d'omnibus. C'est quand même super agréable de pouvoir redécouvrir en version française l'intégralité de Tomb of Dracula ou les 2 omnibus Marvel Horror qui contiennent quelques perles dessinées par de grands noms de la bande dessinée internationale. On est vraiment face au patrimoine historique de Marvel et plus largement du monde des comic books avec ces volumes, et leur existence assure qu'ils restent accessibles malgré le temps qui passe, même si le coût des omnibus les réserve à un public prêt à y mettre le prix, ce qui est assez inévitable quand on vise un petit groupe d'initiés dans une niche culturelle déjà minuscule. C'est aussi valable pour les séries Captain Britain ou Miracle Man, dont Alan Moore a renié la paternité, pour le tout récent omnibus Namor par John Byrne, qui était très attendu, ou encore pour les intégrales consacrées à Dazzler ou Killraven, des publications dont la richesse et l'intérêt sont loin de décliner au fil des années et auxquelles je vous recommande vraiment de jeter un œil. L'un des points communs de tous les livres dont j'ai pu vous parler, c'est qu'ils sont parvenus à donner une nouvelle impulsion créative à la bande dessinée mainstream, sans forcément chercher à le faire, et quitte à finalement rester dans l'ombre des œuvres qu'ils ont pu inspirer par la suite. Leur force vient avant tout de la sincérité de leurs propos et de la liberté revendiquée par leurs auteurs, deux qualités essentielles à mes yeux. Il y a sûrement plein d'autres titres que j'aurais pu citer dans cet épisode, et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire quelles sont les pépites oubliées et autres trésors patrimoniaux que vous aimez faire découvrir autour de vous. Je pense qu'on a quand même la chance d'avoir un marché français hyper riche et dynamique, tant en matière de nouveautés qu'en ce qui concerne les publications à caractère historique, et très honnêtement, si on aime la BD et qu'on est un peu curieux, c'est vraiment difficile de ne pas trouver chaussure à son pied. Voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me donner votre avis sur les réseaux sociaux, tous les liens utiles sont dans la description de l'épisode. Abonnez-vous sur les plateformes de podcast et partagez l'émission autour de vous. Moi je vous donne rendez-vous très bientôt sur Substack et évidemment jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures.